dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur de la santé, pharma, en bourse, aux États-Unis entre autres, en Europe également. Et nous en parlons avec Olivier Droyer, qui est gérant action chez Montpensier Arbevel. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Secteur que vous connaissez particulièrement bien. Alors, j'allais dire, au cours des dernières années, qui n'a peut-être pas délivré la performance qu'on aurait espéré ou qu'on pouvait attendre globalement, mais il y a quand même des choses qui changent. Et un des points importants qui a marqué l'attention ces dernières semaines, c'est ce deal. On parle beaucoup de deals en ce moment. Trump est en Asie, signe des deals. Nvidia signe des deals tous les jours. Mais Pfizer a signé aussi un deal il y a quelques semaines d'importance avec l'administration américaine qui visiblement a été regardée par tout le secteur, toute l'industrie, les investisseurs également, et qui a soulagé ce secteur, Olivier. Exactement. C'est-à-dire qu'après, en plus, il y a eu un autre deal avec AstraZeneca. Donc, on attend plein de deals. Effectivement, Trump adore ça. Mais non, c'est sûr que, en fait, c'était un secteur quand même qui était dans une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire que c'était le deuxième pire secteur en termes de performance boursière year to date avant cet accord du 28 septembre. Et en même temps, quand on regarde le deuxième trimestre, c'était le deuxième secteur positif en termes de dépassement des attentes. Donc, c'était vraiment un problème de crainte sur les résultats, crainte liée à la géopolitique essentiellement, et à la macro. Alors, pourquoi ? Il y avait plusieurs problèmes. Bon, il y avait les droits de douane comme partout, mais finalement, 80% de marge brute dans l'industrie. Les industriels sont quand même pas idiots, ils savent transférer leur production. Donc, le gros sujet, c'était ce qu'on appelle le MFN, donc la clause de la nation la plus favorisée. Ouais. Donc, Trump se baladait à Londres, disait les produits sont beaucoup moins chers. Bon, en tout cas, il y avait 2,5 fois d'écart entre les prix moyens aux États-Unis et les prix moyens en Europe. Bon, les salaires aussi, le PIB par habitant aussi, hein, mais enfin bon. Donc, c'était quand même une vraie crainte du marché. Parce que là, évidemment, ça pouvait on va s'aligner sur la Most Favored Nation, voilà, c'est ça, et donc sur les prix des nations les plus favorisées par les Big Pharma. Donc ça pouvait effectivement faire extrêmement mal. Bon, mais en fait, il s'est avéré qu'il y a eu un accord donc d'IMFN, mais uniquement sur Medicaid. Alors Medicaid, c'est quoi ? C'est l'assurance santé des défavorisés aux États-Unis. Ça représente à peu près 6% en fait du marché pharma aux États-Unis, parce que déjà les prix sont beaucoup plus bas en fait que sur le marché commercial, le marché assurantiel. Il y a déjà des discounts de prix parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas payer les mêmes prix. Donc en fait, ça représente 6% du chiffre d'affaires. Mais bon, là, on a des annonces spectaculaires. On nous dit 85% de baisse de prix. Alors, 85% de baisse de prix, ça, c'est une annonce par rapport au prix de l'assurance privée commerciale officielle. Je comprends. Par rapport pas le prix pratiqué dans Medicaid. Le prix pratiqué dans Medicaid. Où en fait, l'impact estimé, c'est de l'ordre de 1,5% à peu près du chiffre d'affaires, des résultats, pardon. Ça devient une fraction d'une fraction. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui est quand même tout petit et qui, donc, par rapport aux craintes qui avaient été en partie intégrées, personne ne s'attendait à ce que ce soit une catastrophe totale nucléaire, mais quand même, c'est quand même très, très léger. Évidemment, avec Trump, alors tout ça est distribué par une plateforme qui va s'appeler Trump RX. Donc, c'est Trump, monsieur, cher américain malade qui n'a pas les moyens, c'est Trump qui vous fait un cadeau, qui vous fait des prescriptions moins chères. Mais bon, il y a beaucoup de cinéma, quoi, au final. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'impact sur les résultats des entreprises. Mais ça a quand même soulagé, parce que le jour où Pfizer signe ce deal, suivi par Astra derrière, le secteur, tout de suite, retrouve du poil de la bête en bourse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, exactement. Le secteur a gagné, plutôt le lendemain, même ça a pu se régime, sur la semaine, ça a gagné 7%. Donc ça a été quand même une très belle hausse du secteur. Parce que le deal de Pfizer, on sait qu'on va pouvoir le reproduire. Tous ceux qui vont vouloir reproduire un deal avec l'administration américaine pourront le faire sur la base du deal qui a été signé par Pfizer, puis Astra derrière. Tous ceux, c'est toujours pareil, on n'a pas de certitude absolue. Est-ce qu'il n'y a pas un Européen ou deux qui, là-dedans, va pas réussir à se passer très bien, peut-être un Novo, parce qu'il les a un peu dans le viseur. Mais globalement, voilà, il y a 17 compagnies pharmaceutiques, les plus grosses, qui ont été convoquées. Pour les plus petites, on ne sait pas encore très bien. Je pense que ce n'est pas un peu passé encore sous le radar. Mais en fait, Pfizer, c'était déjà le leader de l'association professionnelle. Donc, il menait un peu la négo pour tout le monde. Donc, le marché s'est dit, il peut toujours y avoir un ou deux acteurs qui n'arrivent pas comme les autres, mais globalement, c'est quand même un peu ce qui va se passer pour tout le monde. Bon, alors, ce sujet est en passe d'être réglé. La question purement des tarifs douaniers n'est pas un vrai sujet pour cette industrie qui produit déjà très localement, en tout cas pour le plus gros marché du monde, pas tout, mais tout le monde a ses usines aux États-Unis. Il y en a qui n'ont pas forcément exactement le chiffre d'affaires aux États-Unis, donc ils sont engagés également dans les accords avec Trump. Alors on parle de 350 milliards d'investissements. Alors 350 milliards d'investissements, bon, il faut quand même prendre ça avec du recul. C'est investissement plus R&D, y compris les investissements qui étaient déjà prévus. Donc, c'est pas comme s'il y avait 350 milliards d'investissements incrémentaux. Enfin, il y aura des investissements, et ça va quand même profiter notamment aux sociétés d'équipement, aux sociétés de life science qui sont quand même assez en retard. On voit que c'est des sociétés aujourd'hui, on prend typiquement une société comme Sartorius Stedim, qui était un peu une des darlings du marché. Aujourd'hui, ça s'est normalisé sur le plan des consommables. C'est pas encore le cas sur le plan des équipements qui sont encore en baisse cette année.
effectivement, ce type de projet, d'engagement, de prospective. d'investissement, même si évidemment il ne faut pas du tout prendre les 350 milliards de dettes, c'est quand même quelque chose qui devrait permettre une recovery de toute la partie équipement des life science, qui était quand même un peu le parent pauvre depuis 2-3 ans. Une dimension qui vient apporter du soutien également à ce secteur, c'est la dimension M&A, fusion-acquisition. On peut dire que 2025 sera une année conforme pour l'industrie pharmaceutique en termes de deal. Une très belle année. Une très belle année. Plus que conforme. Plus que conforme, parce que c'est vrai que nous, on essaye de traquer ça un peu chez Montpensier Arbevel, un peu au trimestre, les fusions-acquisitions. On garde ça de manière très claire. Et dans notre dernière conférence, on avait dit, cette année, au mois de juin, on avait dit, il y aura 52 deals à peu près. C'était à peu près l'estimation. Et on est à 56 là. On est à 56. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de deals. Nous, on avait une société qu'on aimait bien qui était Avidity Bioscience, en fait, qui a été rachetée par Novartis là, il y a 3 jours. Cette semaine, dans une modalité assez intéressante. C'est la modalité de l'ARN interférent on ne parle plus beaucoup de l'ARN messager aujourd'hui, c'est plus à la mode parce que ça ne marche pas dans les maladies infectieuses. Donc on verra si en cancérologie, en vaccin personnalisé, on arrive à avoir des choses intéressantes. Mais tout ce qu'on appelle siRNA, c'est intéressant parce que ça permet de moduler l'expression des gènes et donc le niveau de production des protéines par les gènes. Et c'est vraiment une modalité qui permet de faire plein de choses, notamment dans les maladies musculo-squelettiques. Et donc là, il y a eu des deals intéressants, mais c'est vrai que cette année, globalement, si on projette un peu les derniers mois qui restent, on devrait dépasser les 60, on avait 40 l'année dernière. Alors pourquoi ça se passe Ça se passe parce que d'abord, il y a quand même une vague d'expiration brevetère qui n'est pas complètement nulle. C'est le même chiffre, pas fait exprès, c'est 350 milliards entre 2025 et 2030. De valeur d'expiration de brevets arrivant à expiration. Après, c'est pas non plus en pourcentage du chiffre d'affaires. En valeur absolue, c'est le record, mais en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est à peu près ce qu'on a pu connaître dans des vagues aussi similaires. Mais c'est vrai que avec en même temps des cours des biotech qui avaient beaucoup baissé. Maintenant, le XBI est repassé positif. Je crois qu'on est autour de plus 15 maintenant. L'indice sectoriel des biotech américains. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'à un moment, il était négatif et qu'entre 2021 et un peu le point bas de cette année, en fait, les valorisations des biotech avaient divisé par 2. Donc, on avait des pharma qui avaient beaucoup de cash, capacité en gros à racheter l'ensemble des biotech cotées à peu près. Et en même temps, on avait des valorisations qui avaient baissé et des pharma qui avaient besoin de faire. Donc, des deals un peu gagnants pour tout le monde. La Chine devient un terrain de sourcing indispensable en termes de nouvelles molécules pour les pharma mondiales et occidentales aujourd'hui. Oui, c'est un phénomène structurant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on estime qu'un peu plus de 30% en fait, des nouvelles études cliniques qui sont lancées aux États-Unis sont faites sur la base d'actifs qui sont développés en Chine. En fait, c'est fluide, dans le contexte commercial qu'on connaît et de la relation Trump-Xi Jinping, cette partie-là du business reste fluide. Alors oui, en fait, mais ça se passe d'une manière quand même un peu particulière, c'est-à-dire que en réalité, c'est souvent finalement des sociétés américaines qui se montent, qui vont signer des deals avec des biotech chinoises et qui finalement derrière font les essais cliniques aux États-Unis parce que la FDA va pas accepter quand même exactement les essais chinois. Parce que les essais chinois, d'abord, il y a quand même... Déjà, avec l'Europe, ils ne sont pas toujours simples, mais en plus, là, il y a quand même des variabilités génétiques dans la population qui, parfois, font que ce n'est pas exactement les mêmes chiffres. Pas toujours, mais ça peut arriver. Donc, il y a pas mal de deals qui se font comme ça. Tout ça, c'est fait parce qu'il y a pas mal de Chinois qui ont été en Californie, qui ont été dans les bibliothèques américaines, qui ont appris le système, qui sont rentrés en Chine, avec une organisation chinoise très, très militaire, très organisée, très disciplinée, avec une vraie force aussi dans tout ce qui est IA, algorithmes pour mettre au point des molécules de plus en plus rapidement. C'est vrai que ça aide beaucoup dans la mise au point de candidats médicaments. C'est pas ça qui fait les essais cliniques, mais ça aide la mise au point. Et donc, ils ont une capacité à générer énormément de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Et c'est vrai que du coup, c'est un phénomène très important. Et autant l'année dernière, on avait une ou deux boîtes chinoises qui marchaient beaucoup moins bien que leurs partenaires américains qui développaient la molécule. Mais cette année, on a vraiment vu une inversion complète de momentum là-dessus, puisque c'est vraiment là les boîtes chinoises qui ont à la fois un business local qui est intéressant, où les Occidentaux ont un peu de mal à aller, et qui ont en même temps cette capacité à faire des deals avec les Occidentaux. Et donc là, il y a eu quand même des très beaux parcours cette année sur les côtés Hong Kong. Est-ce que vous parliez de vitesse, effectivement, pour passer de la plateforme de la molécule aux médicaments est-ce que le marché applique déjà, dans une certaine mesure, une prime IA à certaines big pharma, puisqu'on nous dit que c'est un des secteurs qui va être un des réceptacles peut-être les plus spectaculaires de l'IA, des nouvelles technologies d'IA et de leurs conséquences, notamment sur la capacité à aller vite dans la génération d'un médicament.
Alors oui, et après il y a pas de prime sur un labo parce que personne D'accord. n'est capable d'identifier. Il y a eu quand même un deal énorme annoncé entre Nvidia et Eli Lilly quand même hier. Ah, je l'ai pas vu celui-là. On n'a pas Ah ouais! tous les détails, mais enfin, ils ont vraiment envie d'intervenir partout. Je pense Sûr. que c'est peut-être une des raisons aussi du record La d'Nvidia pieuvre, la aussi pieuvre. aujourd'hui parce Ouais, qu'ils sont ouais, ouais. effectivement partout. C'est tentaculaire. Donc, on ne peut pas vraiment identifier un labo qui est spécialement en avance. On sait que ça fait gagner du temps le développement et l'origination de nouvelles molécules. On sait que ça fait gagner du temps dans le réglementaire, parce que dans tout le réglementaire, on est capable de. Enfin, les rapports réglementaires, c'est 300 pages. Donc, avec l'IA, on peut. Je veux dire, non, mais Stéphane Bancel, le PDG de Oui, oui, Moderna, oui. français bien connu, bah, il dit souvent qu'effectivement, en un quart d'heure, il peut avoir le truc. Alors, après, il faut le relire. Hein, c'est pas. C'est quand même très Non, mais technique. bien sûr. Mais enfin, on gagne un temps. Ouais, Donc, ouais. sur ces étapes de début et de fin, on gagne beaucoup de temps. Entre les deux, l'essai clinique reste quand même incompressible. D'accord. Là, sur les aspects. Mais après, il y a des impacts sur la sélection Ça change pas structurellement la valeur de ces boîtes encore. Non, mais ce que ça change, par exemple, c'est la productivité de la R&D. C'est une industrie qui, malheureusement, a une très mauvaise productivité, dans le sens où, finalement, Ah bah oui. 90% des Molécules échouent. tombent. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'en phase 1, on est capable, donc sur les premières phases d'études cliniques, les molécules sont générées par IA. On arrive quand même à réduire le taux d'échec, Ouais, je comprends. à gagner d'ordre de 40 points. Donc, sur l'ensemble du process, on pourrait passer de 90 à 80% de taux d'échec. Donc, ça reste un gros taux d'échec. Bon, alors, heureusement, quand même, quand on se plante au début, on ne continue pas les essais. Non. On ne dépense pas tout l'argent pour un essai clinique. Mais en tout cas, c'est vrai que rien que ça, si on passe de 90 à 80% de taux d'échec, ça double quand même la productivité de la R&D. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences assez significatives. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un des secteurs c'était un peu un paradoxe. On avait toutes les valeurs IA qui étaient au plus haut et en même temps, c'est un des secteurs qui en est quand même le plus grand bénéficiaire. Il y a des sociétés plus spécialisées. Il y a des boîtes comme Tempus AI, par exemple, qui est vraiment le spécialiste AI dans le domaine Pour de la la santé. D'accord. Et eux, en fait, pour l'instant, ils brassent énormément de choses, ils font beaucoup de choses. Mais c'est des gens qui, grâce à tout ce qui est test génétique, récupèrent énormément de données en fait patients et qui finalement développent des business models qui sont assez émergents à ce stade, mais qui permettent aux pharma d'optimiser leurs essais cliniques, d'optimiser la sélection de patients. Donc c'est quelque chose qui en est à ses débuts, mais qui a beaucoup de potentiel. Bon, dans un marché où tout paraît cher, la santé est peut-être un secteur à Voilà, regarder où tout aujourd'hui. paraît cher, là, c'est quand même moins cher parce qu'on est Ouais. un peu en dessous de la valorisation de long terme du secteur, mais dans un marché qui lui-même est nettement plus cher. Et par rapport à d'autres secteurs défensifs comme la conso où la visibilité n'est pas quand même très bonne aujourd'hui, ça devient une alternative assez incontournable. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier Droyer, Merci, gérant action chez Montpensier Bevel pour ce quart d'heure thématique autour de la santé pharma.